Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live avec Elena qui vient nous présenter les résultats du mémoire qu'elle a fait sur la fibromyalgie. Donc, j'attends qu'Elena me mette un petit commentaire. Voilà, j'ai ma chaîne qui s'en mêle dans le fil. Elena, si tu peux me mettre un petit commentaire et je t'invite et on parle de tout ça, de ton travail et les résultats de ce beau travail que tu as mené pour nous. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a des endroits en France où il fait frais, ce qui n'est pas le cas chez nous. On a un grand soleil. C'est pas facile de tenir avec la chaleur, avec l'été. J'ai partagé une petite vidéo de Glyfactory, d'ailleurs vous pouvez la retrouver en remontant un peu dans le groupe. Et elle donne plein de conseils très bien. Bonjour Christelle, bonjour Véro, on attend Elena. J'espère qu'elle s'est pas trompée de groupe. À force de voir nos têtes passer en boucle sur tous les groupes, des fois on se perd. Bonjour Elena. Elena, je crois qu'il y a Guillaume aussi avec nous. Elena, mets-moi un petit commentaire et je t'invite. Salut Myriam. Toujours fidèle, il y en a. Merci pour votre fidélité au live. C'est toujours plaisir que vous le voyez en direct ou en replay. Et n'hésitez pas à poser des questions au cours du live s'il y a des questions qui vous viennent. Donc j'attends Elena. J'ai une connexion qui est pas très bonne. J'ai ma chaîne qui veut s'inviter au live. On te voit bien là, bien cadré. Ben oui, parce que l'autre fois, pour vous expliquer, vous avez vu que ma frange, parce que Anthony m'a dit, on voit que ton t-shirt, et en fait, j'ai pensé que c'était le haut de ma tenue. J'ai pas pensé au t-shirt de l'association, et du coup, on a remonté l'écran, ce qui était pire. Je vais voir si je trouve Elena. Ah, voilà, je t'invite, Elena. Ajouter. Ah, en fait, c'est parce que ta photo de profil me faisait penser à celle de Guillaume. Et donc, comme je la vois, j'ai cru que c'était Guillaume. Normalement, tu es en cours et on devrait bientôt voir ton visage, en tout cas les autres. Peut-être pas moi. Mais... Coucou. Coucou Elena. T'es là? Est-ce que tu me vois, Elena? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends pas. Ah, ça n'a pas marché. Est-ce que quelqu'un voit Elena? Moi, je vois pas Elena et je peux plus la réinviter. Est-ce que tu as une bonne connexion, Elena? J'arrive plus rien à faire là. Elena, hop, je sais pas ce qui se passe. Hop. Est-ce que vous voyez Elena, vous? Est-ce que vous l'entendez? Coucou Ronald. Oui? Oui, mais on l'entend pas. Il doit y avoir un souci de micro, Elena. Est-ce que ton micro est activé? Parce que je te l'ai peut-être pas dit, mais en fait, tu vas t'en rendre compte. Les gens nous voient toutes les deux, mais nous, on se voit pas forcément sur les lives. Il y a un problème avec Facebook. Donc, Elena, a priori, ils doivent m'entendre moi, mais ils t'entendent pas toi, et moi non plus. Donc, on est là pour t'écouter, donc il faudrait qu'on t'entende. Regarde si t'as pas un problème de micro. Si tu le vois pas, peut-être ressors et reviens. Je sais pas. Oui, bah ouais, tout le monde dit qu'on t'entend pas, Elena. Regarde si si ton micro n'est pas désactivé. Et sinon, tu sors, tu reviens. Peut-être ça marchera mieux. Attendre, c'est important. Sinon, je vais parler toute seule, mais parler de ton mémoire, je peux pas.
Ouais, alors il y a toujours un truc sur les lives, hein. C'est jamais du premier coup. Et je sais pas si elle m'entend, Elena, du coup, ou pas. Ouais, on t'entend pas, Elena. C'est embêtant. Euh, Elena, est-ce que tu as trouvé ou pas? Sinon, je réponds à quelqu'un d'autre qui ne trouve pas sur l'association, sur le groupe de l'asso. Oui, tout le monde m'envoie des messages en même temps, c'est pas pratique, ça. Le plus important là, c'est qu'Elena réussisse à activer son micro. Est-ce que quelqu'un peut mettre un commentaire en disant à Elena, peut-être remettre à Elena que son micro doit être désactivé, on ne l'entend pas. Parce que là, je pense qu'elle... je ne sais même pas si elle m'entend, Elena. Donc sinon, tu sors et tu reviens, Elena, je te réinvite. Coucou Bibi, Nini plutôt. Je vais voir. Ouais. Elena, on ne t'entend pas. Faudrait que tu vois si tu n'as pas un souci de micro ou tu ressortes et tu reviennes. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, visiblement, ils m'entendent. Ou alors trouver un lieu où ça capte mieux, je ne sais pas. Elena, tu dois avoir le micro de désactiver. Ouais. Oui, Elena, on a besoin de t'entendre. Bon, sinon, les autres, vous allez bien? Je meuble, hein. Je meuble en attendant qu'on entende Elena. Est-ce que tout le monde va bien? Véro, oui. Elena sort et revient, oui, peut-être. Ça peut marcher des fois. Coucou Guillaume. Coucou. Oui, tout le monde va bien. Oui, toi, mais pas Elena. Je t'entends pas. J'ai un message comme c'est toi qui se charge de mon micro. Ah bon? J'ai jamais eu ça. Je sais pas comment je fais. Je te réinvite. Je sais pas comment me charger de ton micro en fait, Elena. Et j'ai jamais eu ça. Alors, essaye de sortir et de revenir parce que vraiment, je sais pas quoi faire. Ah bah, Christelle, merci. Oui, ça peut aller aussi. J'étais en repos pendant 15 jours. Ça m'a fait du bien. Voilà, demain je retourne au boulot. C'est moins drôle, mais c'est comme ça. Je sais pas comment je peux me charger de ton micro, Elena. Je peux pas. Je crois pas que je puisse faire ça, moi. Je suis désolée. Essaye de sortir, Elena, et de revenir. Je te réinvite. Voilà, reviens. Peut-être essaye de demander à partager le live. Tu dois pouvoir faire une demande en bas là. Et peut-être que si j'accepte ton invitation, ça marchera. C'est la première fois que ça me fait ça. Fallait une première. Ah, voilà. On va essayer comme ça en espérant que ça marche. Accepter. Ajouter. Voilà, croisons les doigts. Ah, c'est bon. Coucou. Attends, tu m'entends? Oui. Alors, je t'entends, mais maintenant, il n'y a plus mon image. On va demander. Alors en fait, on va demander aux autres s'ils nous voient. Parce qu'en fait, moi, j'ai ce problème-là quand j'interviewe les gens, je ne les vois pas.
ou alors ça peut être l'inverse. Mais par contre, les gens généralement nous voient et nous entendent toutes les deux. C'est Ah, un peu ok. bizarre au début, mais est-ce que vous voyez Elena, que vous nous voyez toutes les deux et vous nous entendez bien? C'est le principal. Après, tu pourras nous regarder en replay. Ça fait un peu bizarre, mais là, depuis quelques mois, là, on a ce problème-là. Ah non, ils ne te voient pas. Ah si, Véro, elle dit oui, on voit et on entend. Vous nous voyez, vous nous entendez toutes les deux? Ah non, on voit pas Elena. Alors maintenant, on te voit Ah, pas. c'est ça, on a on a l'image. Est-ce que t'as posé ton téléphone, peut-être une icône pour le retourner? Attends. Alors. Parce qu'en fait, c'est trop bizarre quand on me propose de rejoindre. On me propose deux façons de rejoindre. Et tout à l'heure, Ah j'ai ouais. cliqué sur la deuxième façon et là, j'ai cliqué sur la première. Mais dans les deux cas, du coup, il y a. Ah moi, j'ai qu'une façon, hein. Ah. Allez, on recommence. On va y arriver, hein. On y arrive toujours. Voilà, ça c'est. On se met dans l'ambiance. On est des spécialistes dans la fibromyalgie. Être patient, ça nous connaît. Ah, attends. Redemande-moi, Elena, parce que oui, je vois. Alors, c'est peut-être t'as peut-être un truc particulier, parce qu'effectivement, ça me met que tu ne peux intervenir que d'une seule façon, ce qui est très bizarre. Elena. Demandez à Elena de se joindre à la diffusion en direct. Si cette personne accepte, elle participera en mode vidéo ou en mode audio seulement. Ben, écoute, Elena, je suis pas sûre qu'on puisse te voir, ce qui serait dommage. C'est très bizarre, hein. Je sais pas si t'as. Est-ce que t'as une restriction? Ok, là, il y a l'image. Est-ce qu'il y a le son? Ouais, moi je t'entends. Oh, je t'entends. Oui. Est-ce que tu te vois aussi? Oui, là, Est-ce que c'est vous. bon. Alors moi je te vois pas, mais j'ai l'habitude. Mais est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez toutes les deux? Ouais, impeccable. Bon, écoute, ça y est, on va y arriver. Ben, merci à toi. Ben, merci. Merci à toi d'être là. Déjà, présente-toi, peut-être, parce qu'il y en a quelques-uns qui t'ont rencontré aux rencontres de l'association, mais tout le monde ne te connaît pas. Et ben donc du coup je m'appelle Elena pour ceux qui ne m'ont jamais rencontrée. Je fais partie de l'association depuis 2 ans et je suis atteinte de la fibromyalgie depuis mes 11 ans. Maintenant j'en ai bientôt 24 et j'ai été diagnostiquée à 14, donc bientôt les 10 ans de diagnostic. Et actuellement je termine mon master de psychologie clinique, psychologie de la santé, pendant lequel du coup j'ai réalisé un mémoire de recherche l'année dernière sur la fibromyalgie. Et actuellement, donc là, j'avais postulé pour une thèse, ce qui n'est malheureusement pas passé cette année. Parce que restrictions budgétaires et compagnie et tout ce qu'on sait, donc le nombre de bourses attribuées diminue d'année en année. Donc, étant donné qu'en psychologie, la moyenne d'âge pour rentrer en thèse, c'est à peu près 35 ans, j'en ai. Oula, désolée, j'ai un chat, donc pareil, il risque d'y avoir des petits problèmes. Moi, j'ai la chienne au pied. Outou, tu te calmes, s'il te plaît. Voilà. Euh, donc, oui, moyenne d'âge 35 ans, j'en ai que 24, donc forcément, j'ai pas un CV aussi impressionnant que certains de mes collègues. Donc voilà, c'est pas passé pour cette année, mais là, je vais rentrer dans un DU spécialisé pour la prise en charge de la douleur, donc on va augmenter pour l'année prochaine, ça devrait passer. Ben, super. Ben, après, je pense aussi que la psychologie, c'est le parent pauvre de la médecine aussi, non? Après, on a de la chance en psychologie de la santé, c'est la branche de la psychologie qui est la plus proche de la médecine parce qu'on se concentre sur un modèle qui s'appelle biopsychosocial. Donc, on prend en compte les aspects biologiques, les aspects sociaux, donc l'environnement, tout ça, et donc les aspects psychologiques, donc propres à la personne, notamment tout ce qui va être l'enfance, tout ce qui va être aussi les événements traumatisants qu'on peut avoir dans notre vie, ou aussi la manière dont on réagit face, donc, potentiellement ici, à l'arrivée d'une maladie et à comment on s'y adapte. Ce qui a été la grande thématique
de ma recherche de M1 notamment, qui est quand on tombe malade, notre façon de se représenter la maladie, à quel point est-ce qu'elle peut venir intervenir sur la manière dont après on va s'adapter à la maladie. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place face à par exemple, nos crises de douleur ou nos sorties sociales, est-ce qu'on va plutôt les faire ou pas, en fonction d'en fait comment on perçoit notre maladie. Et les résultats ont été sans appel, hein, donc c'est ce que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, parce que oui, notre maladie est bien réelle, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse entendre, mais il ne faut pas, malgré tout ce que les médecins on peut nous dire et du coup nous rebuter face à la psychologie, il ne faut pas oublier quand même que notre psychisme a une place très importante quand même dans notre prise en charge. Il ne faut pas aller les psychologues, ils sont pas là pour dire, voilà, moi je vais faire partie de ce corps de santé aussi. Je vois bien la manière dont on en parle. On n'est pas là pour dire que la douleur des gens est fausse. Au contraire, on est les meilleurs placés pour savoir que les gens souffrent énormément de la douleur et qu'on ne la remet absolument pas en cause du tout, hein. On sait très bien que d'un point de vue médical, comme il n'y a absolument pas d'explication d'un point de vue lésionnel sur les images, eux, ils sont en mode non, ça n'existe pas, c'est dans leur tête, c'est leur stress, c'est... les explications, je les ai eues aussi, hein, je suis passée par là, donc je sais très bien ce qu'on nous dit. Et en fait, le psychologue, il sait très bien tout ce qu'on dit parce que nous, dans les stages, j'ai pu voir ça, on les côtoie, les médecins. Hein. On voit très bien ce qu'ils disent à nos pauvres petits patients qu'on récupère après, nous, dans notre cabinet et qui nous tombent en pleurs en nous disant que le médecin leur a dit qu'ils étaient responsables de ce qui se passait ou que en fait, ils portaient le poids de la maladie, alors que pas du tout. Mais d'un autre côté, on a le pouvoir d'améliorer notre situation au-delà de ce que les médecins peuvent faire pour nous. Et donc, c'est en ce côté-là qu'il ne faut pas négliger le côté du psychisme et du psychologique. Notre pensée est bien plus forte que ce qu'on peut croire. Et elle peut influencer beaucoup, beaucoup de choses, dans le bien comme dans le mal. Malheureusement, voilà, le fait de penser en négatif, dans notre situation, c'est compliqué de penser en positif dans les moments où on est au plus bas, c'est normal. Mais se donner les petits espoirs de lueur positive, de se confronter à des choses qui nous font du bien. Et là, dans mon travail, c'était se représenter la maladie. Arrête tout de chou. Ça nous amène à avoir une meilleure représentation de ce qu'on vit et nous permettre du coup de mettre en place des meilleures stratégies, comme on appelle stratégie de coping. C'est un mot qu'on va retrouver un peu partout. Ça va nous permettre de mettre en place des stratégies qui vont nous soulager plus facilement. Et à défaut d'avoir des médicaments qui nous soulagent pour de vrai ou des thérapies alternatives qui coûtent un bras et que tout le monde ne peut pas se permettre de payer, eh bien en fait, on a le pouvoir par notre pensée, par notre moyen de voir les choses, de pouvoir faire des actions au quotidien qui vont nous permettre de faire baisser notre seuil de douleur. Voilà, nous, on a mesuré dans notre étude, les variables qu'on a prises en compte, c'est la gêne de la douleur au quotidien et le niveau de douleur au quotidien. Et pour ça, on vous avait fait remplir donc, un petit questionnaire à l'intérieur. Donc, vous avez été quand même plus de 200 à le remplir. Nous, on a pu sélectionner 160 participants parce que je sais que beaucoup d'entre vous, avec la fatigue, ont eu du mal à répondre à certaines questions qui sont très complexes. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose avec les prochaines études. Là, j'avais pas d'argent, j'avais 0 budget, j'avais qu'1 an, donc très peu de temps. Donc malheureusement, j'ai pas pu beaucoup, on va dire, reformuler les questions, reprendre les questionnaires qui existaient pour les réadapter. Mais là, ce qui est prévu, ce sera quelque chose qu'il faudra que je vois d'ailleurs avec toi et Anthony, c'est de faire un groupe au sein de l'association pour faire un espèce de petit groupe de corrigés, on va dire, pour reprendre les questionnaires et en faire des choses plus lisibles et plus compréhensibles. Voilà. Mais t'as raison. C'est vrai que, alors, moi, je sais que j'y ai participé. Alors, j'ai participé à tellement d'études que je me souviens plus vraiment de la tienne. Je suis désolée. Mais c'est vrai que des fois, il y a des questionnaires où il y a des questions qui reviennent très souvent,
ou qui sont mal formulés, alors pas forcément le tien, hein, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens que ça peut. Mais donc, c'est une bonne idée, ce groupe de travail, pour qu'on puisse t'aider à faire des questions plus compréhensibles pour tous, parce qu'on a tous des problèmes de concentration. Ou après, la longueur aussi, là, la plupart de ces questionnaires-là, quand ils ont été créés pour être passés seuls. C'est-à-dire que c'est pas pareil de passer un questionnaire de 20-30 items que d'en passer 4 d'affilée. Du coup, ça fait Oui, 120 items. Donc là, effectivement, on n'est plus sur le même dosage. C'est pour ça que déjà, moi, j'avais laissé la possibilité de le faire et de revenir. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a remarqué que pas beaucoup ont fait au final. Donc ça, franchement, vous étiez plutôt très motivés. C'était plaisir à voir. Hein. Tout le monde a vraiment au taquet. Quoi. Après, en même temps, on est tellement en quête de reconnaissance et d'avancement que bah, on veut que les choses avancent, changent. Et bah, c'est vrai que quand on voit des études, on les fait et on y va à fond. Donc ça, ouais, c'est vrai qu'on a cette chance-là, c'est que les adhérents de l'association, ils sont super impliqués. Je pense même que on est moins de 500 là sur le groupe, mais tu as dû avoir plus de réponses sur ce groupe-là que tu en as eu sur le groupe d'Anthony où il y a peut-être 20 000 personnes. Parce que ceux qui sont là, ils sont vraiment pour essayer de se battre pour faire avancer les choses et pour donner leur avis aussi sur leur maladie, quoi. c'est ça. Et, euh, et donc du coup, bah, donc c'était voilà très impressionnant de voir qu'au final tout le monde les faisait d'affilée. Mais donc du coup, je comprends que bah, pour certains questionnaires, quand les questions étaient un peu compliquées à comprendre, ils n'ont pas été remplis. Mais malheureusement, d'un point de vue statistique, en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de questionnaires. Il y en a certains où des formules ont été créées pour pouvoir calculer quand même un score, même si toutes les questions ne sont pas remplies. Mais il y en a d'autres où aujourd'hui, ça n'a pas été pris en compte. Notamment quand c'est des questionnaires qui ne sont pas faits pour la fibromyalgie, par exemple, qui sont plutôt de maladies chroniques, douleurs chroniques. C'est pas quelque chose qui est pris en compte. Et du coup, cela, en fait, j'ai pas pu compter les participations pour ces questions, enfin, pour ces raisons-là. Bon, Donc, après, tu es autour de plus de 100 personnes, donc ça te fait un échantillon qui est quand même pas mal. ah bah là, de toute façon, au niveau statistique, on est à, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, on est à du P001, c'est-à-dire la plus grosse signification qu'on puisse trouver en statistique, enfin significativité. Donc en fait, peu importe le nombre qu'on était, même si on avait eu plus, bah, on aurait peut-être été plus précis, mais en termes de significativité, on n'aurait rien changé. Les profils qui se discerne, enfin, dans. Voilà, je risque de bugger, hein, parce que comme vous, j'ai le manque du mot, c'est pas parce que je fais des études et que je On travaille. a tous l'habitude, donc c'est pas grave. Voilà, je risque de bugger, c'est pareil. Mais donc voilà, les résultats montrent la même chose. Voilà, qu'on était 160 ou 200, ça aurait pas changé grand-chose. Et je pense que voilà, les 40 personnes qu'on a dû enlever ont globalement ça aurait ressorti les mêmes résultats. Ça Avant que change. tu me donnes les résultats, est-ce que tu peux me donner peut-être le titre de ton mémoire Ouais. ou exactement le sujet Alors, du coup, alors le titre exact, je l'ai pas en tête, mais en fait, j'ai trop peur. Je l'ai écrit dans le message que je t'ai envoyé. J'ai trop peur que Oui, tu oui. bouton, je clique, je vais faire le live et du Non, mais coup, même si c'est pas euh, exact, en effectivement, ce que fait, vous recherchez. la thématique était le lien, enfin l'implication des représentations de la maladie et de la douleur dans l'adaptation et le vécu à la fibromyalgie. Donc, si on parle en des termes plus simples, c'est la manière dont on se représente notre maladie et notre douleur, parce qu'on a séparé les deux, étant donné que la fibromyalgie, c'est pas uniquement un syndrome de douleur chronique. C'est pour ça qu'on a pris les deux représentations différentes. Et de voir à quel point, en fait, en fonction de comment on se représentait notre maladie, notre douleur, est-ce qu'on allait avoir les mêmes comportements d'adaptation face à nos crises de douleur et notre et en fonction de ça, en fonction de comment on s'adaptait, est-ce qu'on voyait une différence du coup dans notre quotidien au niveau de la gêne de la douleur et au niveau de l'intensité de notre douleur. Donc voilà, Ouais, globalement, c'est à peu près c'est ça. super intéressant. Et moi, je suis sûre, voilà, tu vas me donner les résultats, tu ne me les as pas donnés, mais je suis quasi sûre que ce que tu pensais, ça a dû être validé. Mais bon, Oui. mais voilà, tu vas nous dire, tu vas nous donner les résultats, et je pense que
vu ton expérience, tu avais une petite idée des résultats, même s'ils sont scientifiques, donc tu ne les contrôles pas, mais que ça a Oui. dû valider ce que toi tu pensais. Est-ce que tu peux revenir juste, parce que ça c'est intéressant, comment toi, tu es la plus jeune, quoi, moi je connais quelqu'un qui est né avec la fibromyalgie, mais tu es la personne la plus jeune que je connaisse qui a été diagnostiquée aussitôt à 14 ans. Ouais. Dis-nous pourquoi et à quel point, du coup, ben, le fait de sensibiliser, de parler de la maladie, ça permet aussi ça. Alors, donc moi, ça a commencé. Moi, ça me dérange absolument pas de parler de ça. C'est vrai que pendant très longtemps, ça a été tabou. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par là. Aujourd'hui, moi, c'est devenu un combat un peu comme pas mal de personnes dans ce groupe, hein. C'est aussi mon moyen un peu, je pense, de résilience. C'est quelque chose qui m'a pourri mon enfance, en fait. Donc aujourd'hui, je veux en faire peut-être ma réussite professionnelle, en fait, Mm. quelque crois. Mais en fait, ça a commencé, moi, personnellement, par des gros soucis au niveau de l'enfance d'un point de vue psychologique et plus un événement très traumatisant à mes 10 ans. Et après, à mes 11 ans, en fait, a commencé les douleurs. Moi, ça c'est surtout centré au niveau du coup cervical et épaule. Ça a été les premières apparitions. Donc, a commencé les difficultés en sport à l'école, les absences à répéter parce qu'une fatigue très importante. Et j'ai toujours été une excellente élève. Et même avec 42 fièvres, la grippe, je ne loupais pas l'école sous aucun prétexte. Et là, j'ai commencé à plus pouvoir aller en cours. Donc, mes parents ont commencé à se dire qu'il y avait un truc qui allait pas. Mm. Euh, et j'ai eu la chance de ce côté-là d'avoir une personnalité qui faisait que j'étais quelqu'un, voilà, déjà de très perfectionniste, on peut dire, voilà, toujours vouloir aller à l'école, à faire tout correctement, à être toujours là pour tout le monde. Et là, d'un coup, je me suis effondrée. Et donc là, ça a mis la puce à l'oreille à mes parents qui se sont dit, il y a un problème. Donc ça a commencé par là, sachant que j'étais quand même quelqu'un qui depuis petite était très souvent malade, hein, faut pas se leurrer, santé de merde depuis toujours, hein, et avec des gros problèmes quand même au niveau des tendons hyperlaxes, tout ce genre de choses, donc entorse, luxation à répétition. Donc on a commencé par aller voir les médecins classiques que j'avais de base, donc les généralistes ou mes médecins voilà, que j'avais pour les entorses et tout ça, jusqu'à ce qu'arrivent les douleurs gastriques. C'est la deuxième partie après la partie haute du corps. Ça a été les douleurs gastriques. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est une des douleurs les plus importantes chez moi. Et, euh, et donc là, s'en est suivi, mais pendant peut-être une année entière, où j'étais avec des explorations, des imageries, mais que au niveau intestinal, parce que c'était l'enfer. Et, euh, et c'est là que, ouais, au bout d'un an à peu près, la douleur s'est généralisée complet. C'est-à-dire que ça a commencé à descendre dans les jambes, j'avais toute la colonne. J'ai toujours été très migraineuse, mais là, j'avais l'impression que c'était un peu intensifié quand même. Et du coup, là, on m'a envoyé un peu le parcours classique, je pense, rhumato. Et, euh, et du coup, là, la batterie classique, hein, on enlève toutes les maladies possibles avec les prises de sang. IgRN. Ouais, voilà, il y avait quoi? C'est les maladies de Lyme, toutes les maladies de rhumatisme et tout ça. Bon, après, c'était assez particulier. Donc, comme j'étais enfant, c'était à l'hôpital. Moi, à cette époque-là, j'étais dans le sud. Donc, c'était l'hôpital de Lanval. C'est un très gros hôpital pour enfants. Et je me suis retrouvée là-bas avec. Pendant toute cette période-là, j'avais zéro psy. C'est-à-dire que j'ai vécu un traumatisme très important. Et je n'avais aucun suivi psy et j'ai voilà, des douleurs comme pas possible, mais à aucun moment on m'a proposé voilà, suivi psy, juste des médecins qui me disent toutes les 30 secondes, vous avez rien, vous avez rien, vous avez rien. C'est stress, voilà, où votre enfant faire passer un message par son corps, enfin voilà, c'était le truc. Et en plus, il m'adressait même pas la parole à moi, il Ah bah s'adressait oui, toujours à mes parents. Voilà, comme si ma parole ne valait rien, alors que j'ai toujours été une enfant on va dire, très développée. Et à l'âge de 3 ans, mes parents m'avaient déjà fait voir des neuropsies, tout ça. J'avais l'âge d'un enfant de 6 ans, en fait, mentalement. Donc, en fait, voilà, je comprenais très, très bien ce qui se passait. Ils pouvaient s'adresser à moi, il n'y a aucun problème. Mais non, non, c'était mes parents, mes parents, mes parents. Mais j'avais de la chance que, voilà, j'avais quand même des parents qui comprenaient très bien ma situation et qui dialoguaient avec moi. Donc, c'était eux exprimer mon avis à moi. Donc, il n'y avait pas de souci sur ça. Mais donc du coup, au milieu de l'affaire, j'ai eu l'appendicite. Donc les douleurs gastriques se sont un petit peu expliquées par ça. Mais ça n'a pas enlevé tout le côté intestinal au niveau du syndrome du coup du côlon irritable, hein. On en est arrivé à là pour ce niveau-là. Et, euh, et le rhumato, ça n'a rien donné, forcément.
Donc on m'a envoyé, à cette époque-là, ils venaient d'ouvrir un service d'algologie au centre antidouleur, sauf que la médecin, comme un peu partout, déjà les crises budgétaires commençaient déjà, il y a 10 ans. Et la médecin que j'ai eue, j'ai pas eu de chance. C'est quelqu'un qui s'en foutait royalement des personnes qui avaient des douleurs chroniques. Elle, tout ce qui l'intéressait, c'était l'oncologie, donc les cancers pédiatriques. Et donc, du coup, en fait, je l'ai eu. Donc, elle a fini par me poser le diagnostic 2 ans après que j'ai commencé à la voir parce que elle était démunie, forcément. Elle s'est dit, on lui trouve rien. À l'époque, pour enfants, ils appelaient ça le syndrome. C'était un syndrome, ils donnaient ça comme nom. Et je me rappelle plus du nom qu'ils me donnaient à cette époque. Mais elle voulait surtout pas poser le nom de fibromyalgie parce qu'elle détestait mettre un nom sur une maladie pour un enfant. Pourquoi? Oui, bon, là, c'est valable pour toi, enfant, mais il y en a plein qui se servent de ce prétexte-là, même pour les adultes, hein. Je crois que ça pose problème à beaucoup de médecins, ce Oui, mot-là. oui, oui. Mais là, elle voulait pas poser une étiquette à un enfant, en fait. Oui. C'était son truc. Donc, du coup, voilà, c'était un syndrome inflammatoire, fibro. Enfin, ça reprenait toujours les termes des fibres et des muscles. De toute façon, on en revient toujours au même problème. Mais du coup, voilà, elle voulait pas donner exactement le terme. Et, et donc, elle a posé ça. Et quand on lui a dit, c'est quoi les traitements? Comme d'habitude, elle a dit, on va avoir des antidouleurs. Sauf que moi, à l'époque, on m'a dit, comme j'étais une enfant, que j'allais avoir une forme très légère qui n'allait jamais évoluer et dont j'allais en fait très bien vivre avec parce que comme je l'ai eu enfant, forcément j'allais très bien m'habituer et roule ma poule quoi, ça allait être une très belle vie. On n'a pas besoin de t'aider, quoi. Et du coup, moi, ce travail de représentation pour moi a beaucoup compté parce que moi, la représentation que j'ai dit à l'origine a fait que j'ai eu une très très grosse dépression vers quelques années plus tard parce que c'était pas du tout la vie à laquelle je m'attendais. Ben Parce que oui. voilà, la base c'était ok, j'allais avoir un peu mal à l'effort, j'allais voilà, de temps en temps avoir une petite fatigue un peu plus importante, mais bon, avec le temps, j'allais m'y faire, juste j'allais être un peu plus fatigable que la moyenne. Voilà, tranquille. Oui. Sauf que rien de tout ça du tout en fait. Super, oui, c'est une amie à moi. Mhm. Dans les commentaires le nom du mémoire. Le rôle de la représentation de la maladie face à la douleur. Et oui, alors je pense qu'il y a les deux côtés. Il y a à la fois le côté, on te dit, finalement, c'est pas grave et tu te rends compte, voilà, qu'au final, ça va te pourrir plus la vie que ce que tu avais imaginé. Et tu as l'autre côté où on te dit, ah ben, c'est affreux, on peut rien y faire. Et là, les gens s'enfoncent parce que du coup, voilà, quoi, entre les deux, il y a peut-être autre chose. Et du coup, Voilà. on en parlera, mais Voilà. Moi, petite, en fait, on m'a vraiment donné cette impression de c'est pas une maladie grave du enfin, ouais, ça reste pas une maladie grave dans le sens où on n'en meurt pas. ça, Mais oui. on m'a vraiment dit qu'elle allait pas avoir d'impact massif sur ma vie Imagine. et que j'allais très bien pouvoir vivre avec. Voilà, qu'il suffirait que pendant mes crises, je prenne des antidouleurs, entre guillemets, quoi. Que j'allais être un peu plus fatigable que la moyenne. Et basta. 10 ans après, on en est très, 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 très loin de cette Ah ben, image. oui, hein. Vraiment, c'est pas du tout le cas. C'est déjà beaucoup plus nuancé, plus contrasté. Et puis la version non évolutive, oui, on n'est pas sur du dégénératif, parce que dégénératif, ça voudrait dire qu'on perd des neurones. Ça a une explication. Mais par contre, on n'est pas sur du non évolutif, c'est-à-dire que les symptômes changent, le seuil de fatigabilité aussi, les symptômes cognitifs aussi, les localisations des douleurs, c'est pareil. Enfin, je veux dire, les types de douleurs aussi, parce qu'il y a plusieurs types de douleurs, il y a plein de choses qui changent en fait. C'est pas stable comme maladie en fonction des Ah périodes de. oui, non, c'est très imprévisible, c'est plein de surprises, effectivement. C'est en Donc, ce sens, et moi, ce qui m'interroge, c'est que alors j'ai répondu à énormément de questionnaires pour la fibromyalgie, et à part vous, les psychologues, il y a presque personne d'autre qui s'intéresse à cette maladie. Alors pour les chercheurs, ça devrait être une mine de possibilités de découverte, quoi. je suis d'accord, surtout. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pas par où commencer. Là, le gros problème, c'est que d'un point de vue
biologique, parce que les chercheurs, eux, ce qu'ils aiment bien en sciences, en biologie, c'est la cellule, Oui, où chercher. Et le problème, c'est que dans une cellule, donc nous, en psycho, on est aussi beaucoup, malgré tout ce qu'on croit aujourd'hui sur les psychologues, on est énormément formé à la neurobiologie, à tout ouais. ce qui se passe. Et en fait, on a énormément de composants. Et dans notre maladie, il y a tellement d'hypothèses possibles qui ne savent pas par où commencer. Ça peut être très bien l'ADN, ça peut être les protéines, ça peut être les neurones. Il y a tellement de petites particules présentes dans notre corps qui peuvent être endommagées, peut-être même tout en même temps. Ce qui ne serait pas Bah oui, improbable. La c'est multitude de symptômes. l'homéostasie, donc le corps il fonctionne voilà, ensemble. Et surtout qu'aujourd'hui, en fait, on connaît de plus en plus un phénomène qui s'appelle l'épigénétique. Je pense que les plus ferveurs de sciences d'entre nous d'ici, on en auront déjà entendu parler. Et c'est des Oui, psychologues. alors c'est un truc super intéressant, mais à se méfier du groupe qui utilise ce terme pour faire de l'argent sur la fibromyalgie, hein. Il y en a Tout un. à fait. Je préfère pas Mais le citer parce que je veux pas avoir de problème, mais c'est vraiment un truc de marketing, donc fuyez, fuyez. en fait, il faut faire attention à qui l'emploie. Mais Ouais, dans ouais, le monde de la science de base de la biologie, c'est quelque chose de très intéressant pour étudier le mécanisme qui peut être à l'origine de la pathologie. Mais ouais. pas, ce ne sera pas ça la réponse de comment en guérir. Parce que l'épigénétique aujourd'hui, on ne sait pas le modifier d'un point de vue cellulaire, c'est pas possible. C'est juste pour comprendre en fait d'où viendrait l'origine. C'est c'est aujourd'hui une des raisons qui pourrait expliquer la variété en fait de nos symptômes. Mm. C'est l'interférence. En fait, l'épigénétique, ça veut tout simplement dire, c'est un grand mot pour simplement traduire influence de l'environnement sur notre ADN. C'est un très grand mot juste pour dire ça. Et aujourd'hui, on le voit bien dans toutes les maladies, il y a Mm. une énorme influence de l'environnement, de ce qu'on Oui, mange, de oui. l'air aussi, la pollution, de Mm. notre voilà, des événements de vie qu'on a eus sur comment notre corps réagit. Et en fait, il y a plusieurs mécanismes de stress à l'intérieur Mm. de notre corps Ouais. qui font, en fait, en fonction de, voilà, des événements qui arrivent autour de nous, on va réagir d'une certaine manière, voire même changer notre propre composition interne. Et donc, tout Mm. ça a été voilà, mis sous le mot Ouais, épi. c'est Mais oui, hyper, c'est hyper intéressant. Moi, il me semblait, alors est-ce que je me trompe, tu avais eu un diagnostic aussi plus rapidement. Alors déjà, tes parents t'ont cru. Donc, bah, on les en remercie. En plus, moi, je les ai rencontrés, ils sont super. Mais et déjà, ils t'ont cru alors que tu étais une enfant et dans bien des cas, ça n'allait pas. Mais il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre de ta famille qui était oui, fibromyalgique. Ça a permis aussi que tu sois pris au sérieux et diagnostiqué plus tôt alors que tu étais une enfant. c'était quand on était au service d'algologie, en fait, à force de faire le tour et que l'algologue finisse par dire que tout était revenu normal. C'est quelqu'un avec qui je n'ai aucun lien de parenté, mais qui voilà s'est retrouvé avec la même pathologie, qui lui a été diagnostiqué 6 ans plus tôt que moi. C'est mon beau-père. Donc voilà, je vis avec lui depuis mes 4 ans. Donc même mes parents se sont posé une petite question à un moment en se demandant si je faisais pas du mimétisme face à lui. Mais en voyant à quel point ça impactait mon école, ils se sont dit que non, c'était pas possible. Et grâce à ça, en fait, c'est lui qui en a parlé à mon algologue en lui disant bah, vous savez, moi, je suis atteinte de la fibromyalgie et en fait, je me reconnais en elle. Donc, est-ce que ça pourrait pas être ça? Et c'est là que après, elle a dit bah, effectivement, c'est la seule hypothèse qui reste en fait au vu de tout le reste qui est parti. Mais au début, elle était très sceptique étant donné que j'étais la première personne de mon âge qu'elle rencontrait avec la fibromyalgie. D'où l'intérêt d'en parler parce que ça peut aider d'autres personnes à être diagnostiquées plus tôt et à aller. Et moi, je suis persuadée que plus on est diagnostiqué, accompagné tôt, et plus on a de chances de vivre au mieux la maladie. Mais voilà, donc je pense que toutes ces années d'errance médicale laissent des traces et qu'on pourrait bien s'en passer, quoi, hein, au passage. Donc, on va revenir au sujet. Donc, je vais te laisser nous parler des résultats de ce que tu as mis en lumière, quoi, ce qu'ils ont mis Oui, en lumière. Alors moi, ça m'intéresse énormément parce que moi, j'ai fait des études de sociologie, donc je sais à quel d'accord. point c'est intéressant la statistique
Et il y a des gens pour qui mais c'est super important de participer à ce type de choses parce que ça permet vraiment d'ouvrir et de donner des choses intéressantes et de mettre en lumière des choses pour aider dans plein de domaines. Donc, voilà. C'est ça. Donc moi je crois, c'est une science humaine, mais c'est une science et je sais à quel point c'est quand même très cadré. Donc voilà, c'est important. Alors, du coup, on va retrouver déjà. Alors, avant de parler des résultats, je vais vous dire un petit peu la représentation de la maladie. Concrètement, comment est-ce qu'on l'évalue? Parce que c'est bien beau de dire comment on se représente la maladie, mais bon, ça fait un peu abstrait tout ça. Nous, en psychologie, les représentations de la maladie, on va voir ça à travers 7 dimensions. On va voir d'abord la dimension chronique versus aiguë. Donc, est-ce qu'on va voir la maladie plutôt comme une entité chronique qui est là en permanence ou plutôt comme quelque chose qui se pointe que de manière aiguë, donc ponctuelle et qui redisparaît? Ça, c'est une première chose qu'on évalue. Après, il y a euh, la dimension cyclicité. Est-ce qu'on a l'impression que la maladie fait, par exemple, nous, avec les crises, sont des crises qui vont revenir, par exemple, toutes les 3 semaines, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de complètement aléatoire? On ne peut pas prévoir à quel moment ça va arriver. Après, il va y avoir la dimension conséquences. Donc, est-ce que la pathologie a des conséquences négatives importantes sur notre vie, ou est-ce qu'on a plutôt l'impression que voilà, c'est des conséquences, il y en a certains qui pourront dire qu'il n'y en a même pas du tout, ou d'autres, voilà, plutôt moyennes. Après, il va y avoir une dimension plutôt contrôle personnel. Donc, est-ce qu'on a l'impression qu'on a du pouvoir sur la maladie? Est-ce qu'on peut, du coup, la contrôler? Ou est-ce qu'au contraire, on a l'impression que pas du tout, c'est elle qui nous contrôle? Ça, c'est voilà, une autre dimension sur laquelle, d'ailleurs, il y a beaucoup de résultats. Après, il y a le côté contrôle personnel, mais il y a aussi le côté contrôle des traitements. Est-ce qu'on va avoir l'impression qu'on peut contrôler via des traitements médicamenteux ou des traitements de type kinésithérapie ou ce genre de choses? Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir l'impression que même des interventions extérieures n'ont aucun impact sur la pathologie? Après, on va avoir aussi... Alors, j'en dis combien? J'ai dit les conséquences. Là. Il va y avoir à quel point la maladie a des répercussions émotionnelles négatives sur nous. Donc, est-ce que, voilà, par exemple, elle va jouer sur notre humeur? Est-ce qu'elle va plutôt... Merci. Est-ce qu'elle elle va plutôt nous donner un mood voilà, plutôt négatif, rien, ou alors au contraire, elle va nous permettre d'avoir des choses positives, parce que ça dépend, en fonction des maladies, ça peut arriver. Là, ça fait 6. Et donc, ça veut dire qu'il m'en manque une. C'est quoi la dernière? Il manque. J'ai parlé du temps, j'ai parlé du contrôle. La compréhension, c'est pour la douleur. Parce qu'après, il y a la douleur, aussi la représentation de la douleur, qui, elle, va faire sur 4 dimensions, qui va être, est-ce qu'on comprend la douleur sous la dimension qu'on appelle mystère? Donc, est-ce que la douleur a un sens pour nous ou pas? Il y a la prévisibilité, est-ce qu'on peut du coup savoir ou pas quand est-ce qu'on a de la douleur? On a de nouveau aussi cet aspect de répétition. Est-ce que on peut repérer dans le temps un schéma ou pas? Et oui. Et le dernier qui va être est-ce qu'on culpabilise d'avoir de la douleur ou pas? Ouais, il y a beaucoup de gens, ouais. Donc ça, c'est la partie comment voilà, on se représente notre douleur. Elle est sous 4 dimensions. Et là, je pense que la dimension pour la maladie me reviendra la 17e, la dernière. Elle reviendra dans les résultats de toute façon. Donc. Ouais. Mais donc, globalement, ça se présente sous les conséquences émotionnelles, physiques, le contrôle qu'on a dessus par nous-mêmes, par les médicaments, ou par le temps. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui se répète dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer tout le long du temps ou plutôt être ponctuel? C'est plutôt voilà, c'est ces dimensions, ces versants-là qu'on regarde sous la manière dont on voit la maladie.
Et suite donc aux statistiques, on remarque deux tendances claires dans l'échantillon. Il va y avoir deux types de représentation. Une représentation où on va avoir une impression de contrôle plutôt positif de soi-même, traitement plutôt moyen, avec des conséquences moyennes d'un point de vue général et émotionnel plus basses que ce que moi j'aurais imaginé pour le coup. Je pensais qu'il y aurait plus de moyens. Et avec une chronicité plutôt normale à un peu forte et pas trop de cyclicité. Mais ça reste pas non plus en... Contrairement à l'autre groupe, en fait, c'est surtout l'autre groupe qui est très, on va dire, important à regarder. L'autre groupe s'est retrouvé avec une chronicité extrêmement importante, une cyclicité très peu absente, enfin très peu présente, un contrôle personnel complètement absent, un contrôle par traitement complètement absent, des conséquences extrêmement présentes et des conséquences autant de la vie que émotionnelles, extrêmement présentes. Donc tout plutôt une vision en fait très de la maladie, très très sombre. Tandis que l'autre côté va être plutôt moyenne, voire enfin pas positive, je crois pas. On peut pas dire que c'est positive, mais plus positive que l'autre. Et est-ce que tu as un ratio entre les deux groupes? Tu as des pourcentages 50. C'était vraiment, j'avais 84 personnes et 82 personnes, parce que j'avais 166 exactement. Donc j'avais quasiment du 50-50. Avec une moyenne d'âge similaire, 48,2 et 48,4. Ah oui, parce que moi, j'aurais pensé que ça pouvait peut-être venir de l'expérience avec la maladie, mais non, pas du tout. Alors, du coup, ça, on peut l'évacuer, quoi. Et ben, en tout cas, moi, dans mon échantillon, en fait, la moyenne d'âge était similaire, donc ça veut dire qu'on ne peut pas statuer sur ça. On ne peut pas statuer sur l'ancienneté dans la maladie, parce que pour les deux côtés, en fait, il y avait à peu près 8 ans d'errance diagnostique en moyenne. Ouais, et énorme. de diagnostic. Donc, en fait, comme les deux ont le même, bah, je ne peux pas savoir si ça joue ou pas. En revanche, j'ai du coup une petite élève à moi qui est en M1 cette année, avec qui j'ai travaillé, du coup, qui a travaillé sur la suite du sujet et qui, effectivement, ne retrouve pas de différence de l'errance diagnostique. Donc, ça ne joue pas sur la manière dont on voit la maladie. Donc, moi, j'ai bien une hypothèse sur ça, qui n'est pas prouvée, mais qui reste à prouver. C'est que je pense que les médecins participent beaucoup à ça. Ben oui, l'expérience qu'on a avec nos médecins participe beaucoup à ça, oui, je pense. Au-delà, la façon dont, oui, l'expérience depuis la maladie va jouer forcément sur notre manière de nous adapter, mais pas tant en fait sous la manière dont on voit la maladie. C'est pour avoir fait du coup cette expérience, moi j'avais vu du coup au départ la maladie de manière plutôt positive. Donc quand même rester sur cet aspect-là malgré tout ce qui s'est passé derrière. Et en fait, je me dis que si le médecin m'avait pas dit cette chose-là, je pense que j'aurais pas du tout eu la même vision et la même approche, peut-être pas la même niaque non plus derrière. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les médecins sous-estiment l'impact qu'ils ont sur les personnes quand ils annoncent le diagnostic. Et pas coupler ça non plus à des prises en charge en fait, plus psychothérapeutiques. C'est valable dans toutes les maladies, hein, dans l'annonce de toutes les maladies, mais c'est vrai que nous, en plus, comme c'est un truc qui va rester a priori à vie, c'est important de prendre le temps d'expliquer aux gens et pas de leur balancer un mot et débrouille-toi avec, quoi. Et une autre chose qu'on a pu remarquer en revanche de différent entre les deux groupes, si on reste d'abord sur l'aspect plus démographique, une différence majeure entre ces deux groupes, c'est le niveau d'activité.
Dans le groupe où la vision était complètement noircie, c'est des gens dont le niveau d'activité était presque inexistant. Alors que dans le groupe où la vision était plus positive, c'est des gens qui étaient encore en activité, que ce soit associative, au travail ou étudiante. Donc avec une différence entre les deux extrêmement significative aussi. Donc ça ne veut pas dire que dans le groupe négatif, il n'y avait personne qui travaillait. Hein. Dans les deux cas, j'en avais un petit peu. Mais dans le groupe positif, 95% du groupe est en activité. Alors que dans l'autre, s'il y en avait 30% qui étaient en activité, c'était bien. Ouais, bah, il y a forcément, quand tu sombres, tu as un repli sur soi. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont isolés parce qu'ils n'ont pas, voilà, par rapport à cette maladie. Et quand tu vois en noir, tu n'as pas forcément envie de sortir, que ce soit une activité bénévole ou de travail ou quelle que soit Bah, l'activité sociale. ce que j'ai trouvé, c'est que la perte du travail et de l'activité engendre Oui, une vision plus noire de la maladie. bah oui. Et, euh, et du coup, en fait, c'est quelque chose qu'il faut aussi essayer de sensibiliser. Et je sais que c'est compliqué parce que c'est une maladie qui est très dure à supporter, qui fait mal. Mais essayer de garder voilà, un semblant de contact, ça me préserve en fait. C'est un facteur, je ne sais plus le mot qu'on dit, mais c'est. Ouais, c'est Ouais. bénéfique, hein. Bien sûr que c'est bénéfique d'avoir du lien social pour tout le monde, hein, et encore plus dans une maladie chronique douloureuse comme ça, voir des gens, se changer les idées, participer à des choses, même pour l'estime de soi, parce que j'imagine que dans le groupe le plus sombre, l'estime d'eux-mêmes, elle devait être hyper dégradée aussi, quoi. Ah, c'était des personnes où, bah donc si on regarde toute la suite, c'est des personnes où, ce qu'on a aussi mesuré donc avec l'échelle officielle qu'utilisent les médecins, le niveau d'anxiété et de dépression, c'est le groupe qui avait le niveau d'anxiété et de dépression le plus élevé, mais à des taux très très inquiétants. C'est pour Mm. ça aussi, à la fin, j'avais mis que si les questions avaient heurté un petit peu ou posé des questions d'un point de vue santé mentale, il fallait pas hésiter à contacter un professionnel de santé parce qu'on sait que ces questions-là, quand on est atteint du coup de symptômes dépressifs, pas de dépression mais de symptômes dépressifs déjà, on sait que ça peut être un peu douloureux à répondre. Et en fait, quand on a vu les données, bah en fait, c'est 75% avaient un taux qui pouvait être considéré comme une dépression ou un trouble anxieux. Donc, on n'est pas médecin, on ne pose pas de diagnostic, mais les niveaux aux échelles étaient tellement élevés qu'on s'est dit, mais c'est très, très impressionnant quand même. Alors que l'autre côté, on était à des symptômes légers. Vraiment, la différence entre les deux était mais hallucinante. Bah alors moi j'ai vécu les deux, hein. Donc oui, effectivement, et moi souvent je le dis aux gens, déjà si vous vous posez la question que de savoir si vous êtes en dépression, c'est si vous vous posez la question, probablement vous l'êtes déjà, mais vraiment le fait d'aller bien moralement, ça peut vous donner les ressources nécessaires pour vivre avec cette maladie. Moi, contrairement à beaucoup de gens, ou j'en sais rien d'ailleurs, c'est mon CMP qui m'a poussé pour avoir un diagnostic, là où les médecins me croyaient pas, et eux m'ont dit, tant que vous n'aurez pas de diagnostic médical, vous ne pourrez pas aller mieux dans votre dépression, et ils me suivent encore aujourd'hui pour vivre avec cette maladie, donc ils m'ont réellement sauvé la vie, et je suis comme toi, vivre avec une maladie chronique en permanence, c'est très compliqué, ça a un impact tellement important sur notre vie que aller voir, être entouré, avoir psychologiquement, c'est souvent, quoi, ça peut être par phase ou pas, mais c'est souvent important. Et puis, on a beau dire, c'est pas une maladie grave parce elle est pas mortelle en soi, mais le taux de suicide est énorme. Et le taux de tentative de suicide est aussi également énorme, donc ça tue quand même. Donc l'importance de la psychologie et de l'écoute des malades, ben, il est primordial. Mais vraiment, hein, je pense tout passe par là. Si vous n'êtes pas écouté, entendu et compris, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Ah bah, personne n'est fait pour vivre avec une douleur en permanence. Hein. De toute façon, la douleur, Mmh. corps humain, c'est un de danger et de détresse. Donc, au départ, quand on ressent cette sensation-là, c'est uniquement pour faire soit une fuite, soit rester figé,
soit voilà, nous faire une réaction d'hypervigilance, de sursaut, de contraction. Donc, en fait, notre corps, normalement, il fait ce signal-là uniquement en cas de danger ou de stress. Nous, on le ressent en permanence. Donc, c'est comme si notre corps était en permanence en danger. Forcément que psychiquement, ça joue. On ne peut pas se sentir bien quand on est en permanence en danger. Et À puis ça l'intérieur, joue sur le sommeil, ça amplifie quoi, ça amplifie tout, donc c'est un cercle vicieux. c'est ça. Il y a quelque chose au fond de nous qui est resté en alerte, qui ne s'est jamais éteint et qui se traduit, entre autres, par une douleur permanente. Et forcément, après, il y a tout un cycle d'autres choses qui se mettent en place parce que le corps, il se défend avec d'autres choses. Donc, à partir de ce moment-là, au lieu d'essayer de dire au malade est-ce que la douleur est réelle ou pas, on s'en fout, en fait. Clairement, Oui. c'est même plus ça le sujet. C'est la personne souffre. Qu'est-ce que je Oui, peux faire pour l'aider. et là, aujourd'hui, on arrive dans un problème où plus personne écoute, à part justement la profession des psychologues. C'est pour ça aussi qu'on revient sur le devant de la scène, notamment en recherche, parce qu'en fait, toutes ces personnes-là, c'est nous qui les recevons. Et c'est Ben nous oui, qui voyons leur souffrance, leur détresse, et on se dit, mais c'est pas possible. Il faut que les médecins fassent quelque chose. Parce que nous, oui, on veut bien les écouter, on veut bien essayer de les aider d'un point de vue de leur pensée, essayer de faire en sorte qu'ils retrouvent un brin de positivité dans leur vie. Mais si la principale, le principal corps qui peut les aider leur sort à longueur de journée qu'ils n'ont rien, oui, ou que la fibre n'existe pas, ou qu'il n'y a qu'à se bouger, ça ira mieux, voilà. on Quoi, va. de cette façon-là, en tout cas. Donc, bah, au final, on se met à faire des recherches pour essayer de leur prouver que ce qui se passe, c'est réel. Et que bah, le jour où ils comprendront que c'est réel, ils se mettront à chercher aussi. Mais là, on en est Ben, arrivé on est réduit à nous commencer. Et je me dis, bon, c'est pas plus mal parce qu'au final, on est ceux qui voyons la souffrance mm, du plus près. Quand les personnes viennent, elles sont sous nos yeux. Donc, bah, au final, qui mieux que nous, les psychologues, pour la comprendre. Après, bon, bah, quand on est psychologue, qu'ils vivent la chose, je crois que là, pour le coup, on est au... ouais, c'est pas évident pour vous non plus. Mais, mais du coup, bah, on lance les choses et comme on a en santé, en tout cas, c'est la psychologie la plus proche, en tout cas, de la médecine. Donc, on fait le pont. On essaye de changer les choses. Et aujourd'hui, là, je reviens d'un congrès à Toulouse où j'ai vu beaucoup. Alors, pour une fois, j'ai entendu parler de la fibromyalgie dans un congrès. Parce que, en fait, s'il y a bien une spécialité, un domaine dans lequel on peut trouver des alliés, c'est ici. C'est un métier, en fait, où on va prendre en compte la biologie, l'environnement et l'individu. Donc, on peut réussir à réunir dans une seule équipe des médecins, des statisticiens, les patients, du coup en pérédance, et du coup les psychologues qui font un peu le lien avec tout ça. Aujourd'hui, c'est la spécialité qui peut réussir à changer les choses. C'est aussi pour ça que je me suis tournée là-dedans, parce que j'y ai vu une opportunité de pouvoir faire quelque chose. Mais là, c'est la première fois que dans un congrès scientifique, j'entends plusieurs recherches dessus. Et on part tous, plus ou moins, de mêmes concepts proches qui sont voilà, la façon dont on représente la maladie. C'est quelque chose sur lequel on trouve plus ou moins des résultats communs, qu'il y a deux profils qui se discernent. Vraiment, c'est deux types de représentations différentes qui vont avoir après, du coup, des répercussions sur la manière dont la personne va choisir ses comportements. Ouais. Où la pensée est complètement noyée dans le noir et tout ça, la personne va avoir tendance à limiter ses mouvements, à passer plus de temps allongé sans recharger ses muscles, on va dire, sans voilà, solliciter ses muscles. Va plus sortir, donc plus de contacts sociaux, va plus demander. Enfin, alors, il y a deux choses avec le social. Il y a la partie demander de l'aide et où ça, c'est moins préconisé, et la partie soutien social. En gros, demander de l'aide, ça va être demander à ce que les gens fassent tout à notre place. Ça, c'est pas valorisé. Parce que du coup, nous, on n'est plus acteurs de notre vie. Par contre, le soutien social, c'est-à-dire voir du monde, téléphoner quand on va
bien, ou voilà, faire des choses de manière sociale, ça c'est plutôt valorisé parce que ça nous permet de garder un lien avec l'extérieur, d'avoir des supports émotionnels, ça c'est quelque chose. Mais ces personnes-là, elles ont ni l'un ni l'autre en fait. De toute façon, elles se coupent du monde extérieur. Et, et donc d'un point de vue en fait physique et psychologique, elles font que s'enfoncer. Et aujourd'hui, on a deux concepts qui ressortent de plus en plus dans la douleur, c'est ce qu'on appelle l'acceptation et le catastrophisme ou la dramatisation. C'est des noms un peu barbares pour dire qu'en fait, il y a d'un côté une manière de plus lutter contre les symptômes, mais de vivre avec. Donc, c'est-à-dire que comme une sorte d'observation de soi, d'être dans l'instant présent, de voir aujourd'hui je me sens plutôt bien, je suis pas dans un mood trop pesant par rapport à d'habitude. Bon, on va essayer de faire un petit truc. Et puis un autre jour où ça va être un peu plus mal, mais au lieu de dire oh mon dieu c'est la catastrophe, c'est la fin, enfin je vais vraiment pas bien, simplement dire bon aujourd'hui mon corps est un peu plus fatigué, on va prendre un peu soin de lui et lever le pied pour qu'un autre jour repartir un peu mieux. Ça va être une façon de fonctionner qui, aujourd'hui, on se rend compte est quand même beaucoup plus bénéfique pour les patients atteints de douleurs chroniques et donc notamment dans la fibromyalgie. Alors que de l'autre côté, dans la dramatisation, on va être complètement, en fait, les moindres petits changements positifs de la maladie, on ne les perçoit pas. C'est-à-dire que la personne va avoir l'impression que les symptômes sont là en permanence avec une intensité maximale tout le temps, alors que on se rend quand même bien compte de manière objective que c'est pas tous les jours la même chose et qu'il y a des jours, même si c'est très fort, on reste d'accord que c'est quelque chose quand même de très handicapant, mais il y a quand même des jours où c'est légèrement moins fort. Et en fait, se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a des petits jours moins forts, et ben en fait, ces petits jours moins forts vont être de plus en plus présents dans notre vie. On va se concentrer plus sur ces jours-là. Et en fait, de très peu fort, en fait, on va être de moins en moins fort. Et on va se rendre compte qu'en fait, au final, le seuil de douleur, sans s'en rendre compte, il va descendre. Ouais. Juste par rapport au fait qu'on se concentre plus sur les moments où on a pas mal. Et ça, oui. c'est intéressant. Et puis, Et en dehors de ça, le fait de faire d'autres choses, de s'autoriser et de se donner la possibilité de faire d'autres choses, ça peut aussi permettre de faire des choses qui nous détournent de la douleur. Quand on fait un truc qu'on aime et qu'on est impliqué dedans, voilà. Des fois, on oublie même ces douleurs, alors que si on se dit c'est perdu d'avance, machin, ça sert à rien que je fasse parce que je vais le payer derrière, effectivement, on n'aura pas cette opportunité-là de vivre des moments où notre cerveau a déconnecté et on a pu profiter aussi de moments de répit. c'est la grosse différence entre les deux groupes dans les manières de gérer. C'est que dans un groupe, on va avoir ce qu'on appelle la persistance dans la tâche. Donc, c'est aller au bout d'une activité malgré la douleur. Ces gens-là ont en fait, les patients qui sont dans ce groupe-là ressentent plus du coup comment on dit, de satisfaction parce que du coup, ils ont réussi à aller au bout d'une tâche. Et certes, la douleur va être un tout petit peu plus importante à la fin de la journée, parce que forcément, il y a eu plus d'activité, mais en fait, le côté positif qui en ressort derrière est tellement plus important que la douleur, en fait, ça revient atténuée. Ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, c'est paradoxal, mais en fait, l'émotion positive est tellement forte qu'en fait, elle prend le pas sur l'émotion négative. C'est un long travail, effectivement, à faire, et c'est bien pour ça, en fait, que la psychologie est importante, parce que le psychologue, il est là pour accompagner dans ça. C'est son but. Et, quand de l'autre côté, on dit limiter dans les mouvements, c'est exactement ça. En fait, c'est s'empêcher de faire ces activités de peur d'avoir mal. C'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. C'est quelque chose de très connu aujourd'hui dans les douleurs chroniques, mais ça n'a jamais été évalué dans la fibromyalgie. Forcément, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'études. Et en fait, c'est quelque chose qui fait qu'on rentre dans un cercle vicieux. Ouais. Puis, en termes de muscles, c'est catastrophique, hein, on perd très très vite. Hein. Oui. C'est ça, on n'a pas envie d'avoir mal. Donc on ne fait pas. Mais donc du coup, si on ne fait pas, on se prive, on ne ressent pas l'émotion positive qui vient derrière. Donc on renforce toutes nos représentations de la maladie en se disant la maladie, elle a des conséquences négatives, elle m'empêche de faire ci, elle est là présente tout le temps, elle diminue jamais. Et en fait, tout ça renforce le fait qu'on la voit en noir et qu'on ressent des émotions négatives qui favorisent les symptômes dépressifs, anxieux. Et en fait,
couper cette boucle, elle est nécessaire si on veut s'en sortir. Aujourd'hui, on se rend compte en psychologie que, à défaut d'avoir un médecin compétent, il faut des psychologues compétents. Oui. Et là, aujourd'hui, c'est cette boucle de rétroaction qu'il faut qu'on arrive à couper, parce qu'en réinitiant des petits plaisirs de la vie, en remettant l'accent sur c'est compliqué, mais la connexion au corps, c'est très important dans l'instant présent, essayer de s'écouter, de voir qu'il y a des jours où on est mieux que d'autres. Ça permet en fait de se reconnecter à soi et de revoir ce qu'on aime, de réapprendre à vivre en fait. C'est malheureux, mais il faut réapprendre à vivre. Oui. C'est le terme Ouais, exact. oui. Dès qu'on a cette maladie, comme en fait beaucoup d'autres maladies, c'est juste que eux, ils doivent réapprendre à vivre. Par exemple, dans le diabète, avec un nouvel type d'alimentation. Pour d'autres maladies, ça va être voilà, avec des nouveaux types de traitements. Et ben nous, ça va être une nouvelle routine. C'est vrai que c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué et c'est vrai que c'est un chemin qu'on fait pas tous à la même vitesse. Tout à fait. Probablement aussi, suivant sa personnalité, mais aussi l'accompagnement qu'on a. Mais l'acceptation moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure et on est nombreux à le penser, c'est arrêter de lutter aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, accepter qu'on est malade, le quotidien sera différent, mais c'est pas parce qu'il est différent qu'il est forcément moins bien ou quoi. Moi, je fais moins de choses qu'avant, mais ce que je fais a plus de sens et plus beau. J'ai trouvé des forces que j'avais pas avant. Donc, mais effectivement, moi, j'ai été très très bien accompagnée, notamment par un travail psychologique, et j'ai pris le temps nécessaire pour ça et pour accepter que, eh ben voilà, les choses qui m'avaient plongé là-dedans, eh ben, il fallait pas les reproduire. Donc, pour pas les reproduire, il faut aussi faire un travail sur soi. Ça, c'est pas, ça vient de soi. C'est pas un médecin qui le fera à votre place ou une pilule. Hein. Donc, voilà, c'est un travail à faire en profondeur sur comment vivre avec la maladie. Et petit à petit, on se rend compte, eh ben, qu'on trouve des solutions, des choses qui nous aident. Et moi, je pense réellement aujourd'hui, je vis plutôt bien avec cette maladie. Je suis positive malgré, même si ma vie est pire qu'avant, hein, je suis plus positive qu'avant. Et même par rapport à mes douleurs, je pense que les douleurs sont à peu près restées inchangées, mais au final, je les ressens pas pareil. Mm. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pris l'habitude, c'est comme ça, j'arrive à les gérer plus ou moins, à anticiper des choses et je sais que quoi qu'il arrive, ben, c'est pas parce qu'il y a une douleur très puissante à un moment donné que ça va durer en permanence. Voilà. Donc, je pense vraiment que la représentation, quand tu vois cette maladie comme qu'effectivement tu la dramatises pas, même si c'est très très dur au début, parce que voilà, c'est pas les messages qu'on envoie le plus, sans être non plus dans le côté tout rose, machin. Si tu as une représentation où tu sais que tu peux avoir un peu de pouvoir où tu as du pouvoir sur aussi ta maladie et qu'il y a des choses qui peuvent aider, c'est nous ce qu'on essaye d'expliquer. Il y a forcément des choses qui peuvent nous aider, chacun, voilà. Et ben effectivement, vivre avec cette maladie, ça sera plus simple. Si on se dit, il n'y a rien, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, machin, effectivement, ça va être compliqué d'aller mieux. Désolée. Mais c'est ça, tu as tout à fait raison. Et surtout que oui, on ne peut pas espérer que juste avec notre force nous-mêmes, on va guérir, mais on est capable, en tout cas, au vu des différences des deux groupes, de réduire de moitié Mm. notre gène seuil de douleur. Je trouve ça énorme pour simplement une différence de vision de la maladie et du coup de façon de faire face aux crises de douleur. On passe du simple au double. Je trouve ça énorme. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a redonné foi en me disant que oui, cette maladie, les médecins peuvent aujourd'hui rien faire, mais nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on a quand même des capacités qui peuvent nous aider nous-mêmes. C'est, c'est quand même énorme. Je pense que c'est des choses qu'il faut à promouvoir en fait pour que les personnes arrivent à cultiver ça Ouais. et ça pas tout seul. Il est là le souci, c'est qu'il faut un accompagnement Oui. et puis on favorise pas ça. Ouais, Et faut oser demander de l'aide, vraiment, quoi. C'est juste normal, hein. Donc, oser demander de l'aide et généralement, vous avez été aidant pour plein d'autres gens, donc ça vous posait pas de problème
que des gens vous demandent de l'aide, mais faire appel à un professionnel pour vivre avec cette maladie et un psychologue ou un infirmier psy ou un psychiatre ou l'ensemble. Hein. Et en plus, alors psychologue, c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est pas forcément pris en charge. Mais il y a des CMP, hein, moi je suis dans un CMP, les psychiatres c'est remboursé, bon bref. Il y en a même, il y a aussi des professionnels en visio quand on ne peut pas se déplacer, quoi. En tout cas, il y a des solutions qui existent, même si c'est pas simple. Et puis aussi, il faut que ça matche avec la personne. Là, pour le coup, avec quelqu'un qui s'occupe de votre de psychologie. Si vous ne sentez pas, vous n'êtes pas à l'aise avec la personne, ça ne sert à rien d'aller. Je pense que tu me confirmeras. On est là pour se livrer aussi, donc si. Faut qu'il y ait un minimum de feeling, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Il y a des choses à prendre en compte quand on choisit son psychologue. Forcément, il va y avoir le diplôme déjà qu'il a en fonction de l'université d'où il vient. Est-ce qu'il va avoir plutôt un cours en psychanalytique, intégratif, TCCiste? Ça, c'est des courants qu'on entend souvent parler. Et en fait, ça dépend de la formation. Et ces courants-là, ça va dénoter sur la manière de prendre en charge. Aujourd'hui, oui, les centres antidouleurs peuvent avoir des psychologues. Il y en Ouais, a mais bon. des choses. C'est Moi, dans le mien, c'était un rendez-vous de 20 minutes tous les 2 mois. Et c'était moi qui lui donnais des éléments sur la fibromyalgie. Donc, 20 minutes tous les 2 mois. Heureusement que j'avais mon CMP. J'ai fini par dire, bah, ça sert plus à rien. Parce qu'en même temps, si, voilà, elle faisait pas non plus les recherches. D'ailleurs, je lui avais donné le numéro et le nom de Stéphanie Guigy et elle l'a jamais appelé. Donc, c'est pour te dire, hein, il y a un moment donné où voilà, les centres antidouleurs, il y en a quelques-uns qui sont pas trop au point. ah non, mais c'est pour ça que là, enfin, c'est pareil, les professionnels aujourd'hui, en fait, en psychologie, il faut savoir que la douleur, ça reste quand même la chose la moins enseignée, la prise en charge de la douleur, la moins enseignée et la plus complexe. On sait la reconnaître, la souffrance qu'il y a derrière. On sait accompagner ce qu'il y a un peu autour, mais la douleur en elle-même, ça reste toujours la bête noire des psychologues. Il y en a très peu qui se forment à ça et qui sont spécialisés là-dedans. Mais heureusement, il y a de plus en plus de formations qui se développent. Et ça fait plaisir. Moi, notamment, je vais en faire une du coup cette année pour justement avoir de la légitimité pour former les professionnels à ça. Et du coup, le but, c'est d'essayer de former un maximum d'infirmiers, parce Mm. qu'aujourd'hui, eux, ils peuvent aussi avoir notamment cette écoute et plus de Ouais. temps pour l'entretien Mm. que et tout ça. Et voilà, former des infirmiers, des psychologues pour qu'ils aient une spécialité supplémentaire. C'est la douleur, ça fait peur à plein de gens, parce qu'on ne sait pas d'où Ouais. ça vient. On ne Et sait ça pas comment peut ça. tomber. Et ça peut tomber sur n'importe qui, donc on renvoie aussi, je pense que notre maladie fait peur aussi pour ça, à beaucoup de gens. Hein. Ça pourrait leur tomber dessus aussi. Dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes, je pense que ça parlera à plein de gens, hein, qui ont entendu la première fois parler de ça avec moi, et puis au fur et à mesure des années, ils entendent de plus en plus parler, en fait, parce qu'une personne de leur famille, au bout, commence à avoir, puis après une autre, puis des amis de travail, et en fait, ils commencent à en entendre parler de partout. Donc d'un côté, c'est positif, parce Mm. que on en parle plus, la population commence à être sensibilisée, et ça va permettre notamment aussi de diminuer cet écart social aussi à l'écart. Parce que ça aussi, ça participe au fait que les personnes se mettent à l'écart, c'est parce qu'il y a cette non-compréhension Ah des bah oui, autres. c'est clair. Hein. Moi, tu sais, dans les appels et les retours des gens que j'ai, le plus vieux, c'est même pas les douleurs, hein, ce qui revient le plus, c'est vraiment cet isolement. Moi, j'ai eu des témoignages, quoi, j'en ai eu énormément de gens qui ont été abandonnés, lâchés ou qui se sont sentis abandonnés, lâchés par tout leur entourage. Et c'est ça qui vivent le plus mal. Les limites, les douleurs s'y sont faits, mais ne plus avoir de proches et n'être compris par personne, c'est vraiment ce qui ressort de plus violent, moi, dans les messages et les appels que j'ai eus des personnes, quoi. Vraiment, au-delà de la douleur qui vivent avec, hein, ils n'ont pas le choix, mais vraiment cette non-compréhension et le fait qu'ils aient été écartés parce que les gens en avaient marre, voilà. Mais vraiment, c'est très très dur à vivre et cette souffrance morale, voilà, celle-là, elle peut être prise en charge quand même, voilà, parce que la psychologie, ça existe et il y a des traitements, il y a des professionnels pour ça. Sur ces symptômes-là, on peut agir, donc Oui. voilà, faut Et, pas.
voilà, de sensibiliser aussi la population générale, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Mais bon, d'un autre côté, voilà, se dire que ces personnes sont de plus en plus au courant, ça veut aussi dire qu'il y a de plus en plus de personnes touchées et Mm. que oui, il serait peut-être temps de se bouger les fesses au niveau voilà, gouvernemental, aux On recherches. est tous d'accord. Voilà, c'est ça commence à être un peu long. Le cri d'alarme dure depuis longtemps là, Oui. Ben, donc surtout qu'on n'est pas seul. Alors nous, on est 2 à 3 millions, mais si on prend, parce que c'est plus général, en fait, les centres antidouleurs, il n'y en a vraiment pas assez, et pas assez de moyens. Et dans toutes ces maladies chroniques, il faut de la pluridisciplinarité, on le sait. Et on est 12 millions de douloureux chroniques en France, mais et quand tu vois les délais d'attente pour les centres antidouleurs, et quand tu sais que la moitié servent à rien, quoi, vraiment. À part, quoi, moi, je vois soit des très bons centres, mais il y a très peu de place, soit des gens qui ont été limite agressés, quoi, avec de la violence médicale, ou à part proposer de la kétamine, on propose rien d'autre. Donc, il y a un moment donné, 12 millions de personnes qui souffrent en permanence, ça devrait être une priorité nationale. On est quand même en 2025, on devrait pouvoir soulager les gens psychologiquement, physiquement. Voilà, il existe des choses, quoi. C'est dans un état. Moi, je trouve ça inadmissible qu'on n'accompagne pas la douleur à notre époque, quoi. Mais vraiment, hein, même si on ne sait pas exactement l'origine, on sait qu'il y a des choses qui peuvent aider, plein de choses, la psychologie, mais aussi l'hypnose, la relaxation, toutes les méthodes douces. Et ça, à long terme, c'est plus probablement moins coûteux en plus que toutes les autres choses qu'on fait et qui sont plus invasives, quoi. ah, mais ils auraient tout à y gagner. Moi, c'est un des arguments que j'avais mis en Ah avant. ouais, non, ils voient jamais à long terme. Dans ma proposition de projet de thèse, c'est ce que je leur avais dit. Je leur avais dit, mais si vous financez des recherches là-dessus, vous avez tout à y gagner, notamment dans vos trous de cul, en fait, parce que plus vous allez vous rapprocher de la vérité de ce qui se passe, moins vous aurez à déverser des tonnes et des tonnes d'argent dans des médicaments inutiles, en fait. C'est Ah ben, de la euh, kétamine ou de la RTMS, ça coûte une fortune, hein. Donc, et faut puis, pas me c'est plaindre pas anodin. je sais que sur moi, personnellement, ça me soulage un peu. Donc bon, moi, Oui, je non, non, mais je sais que ça aide des gens, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'attendre que les gens en arrivent à cette ah non, extrémité-là ah bah, parce que c'est pas anodin, hein, quand même. Et puis en plus, c'est paradoxal parce que à la fois le système te dit, ben non, la fibromyalgie, finalement, fais un peu de sport, continue de travailler, et tu vas t'en sortir, et en même temps, on prescrit de la kétamine. Donc il y a un moment donné, il faut être lucide, on n'a pas tous les mêmes, voilà. Et peut-être que si on, alors j'en avais parlé avec Rosalie, au Québec, ils ont un truc qui s'appelle le passage dans les hôpitaux, où on apprend, bon, il faut aller le chercher quand même, hein, mais où on apprend aux patients à être acteur de sa maladie et effectivement à peut-être trouver ses propres stratégies. Après, voilà, après un accompagnement avec des professionnels, mais être acteur de ça et savoir comment s'autoréguler ou savoir faire l'auto-hypnose, ou voilà, ça peut aussi diminuer des consultations médicales ou ce genre de choses, et redonner du pouvoir du malade sur sa pathologie, quoi. ah non, mais le problème, tu vois, par exemple, tu parlais pour le sport. Moi, tu vois, là, ils n'arrêtent pas d'en parler. C'est le truc pour lequel Ouais, le recherche a explosé. Moi, je sais que là, quand j'ai fait mes grosses recherches quand tu fais les mémoires et tout ça, tu sais, il faut que tu fasses une énorme bibliographie, enfin, des trucs comme ça. Il y a pour la fibromyalgie un nombre incalculable de recherches sur quels sont les meilleurs sports, quels sont les trucs les plus adaptés, blablabla, les programmes, tout ça. Ça, par contre, il y a une très grande littérature sur ça. Ok, c'est bien, maintenant on sait c'est quoi les meilleurs sports. Comment on y accède? oui, parce que le sport adapté, si t'as pas d'ALD, tu l'as pas. Et puis même, moi par exemple, là où je suis, il n'y a pas de centre. Mm. Je ne peux pas accéder à ça. Oui, oui. Je fais Ah, comment? ben oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on nous propose plein de trucs, mais qui sont à notre charge, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est bien de dire oui pour ça, c'est ça qui est préconisé, ça c'est bien. D'accord, c'est bien. Mais donnez-nous les moyens d'y accéder aussi. Au bout d'un Ouais, moment, si vous donnez des choses à faire, faut qu'on puisse y accéder, il faut que ce soit remboursé et que ce soit traité comme une maladie, quoi, en fait. C'est juste qu'au lieu que ce soit des médicaments, c'est d'autres pratiques, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, les médicaments, ça sert à rien, donc arrêtez de les prescrire et prescrivez-nous autre chose à la place. Et c'est autre oui. chose, vous venez des recommandations, et allez, faites-les nous. Ben Mais ouais, mais bon. il n'y a pas accès.
d'un moment, il faut aussi donner les moyens comme il faut, quoi. Donc, voilà, même quand il y a des recherches et que les sources sont, bah, pour le coup, ils ont des très bons résultats scientifiques sur ça, bah, pourquoi vous les remboursez pas? Pourquoi vous créez pas des centres? Pourquoi vous faites pas ce qu'il faut? Oui, et puis c'est vrai que c'est toujours complexe hein, parce que effectivement, moi je suis partisane, j'en ai fait du sport adapté, donc je sais que ça m'a aidé, mais parce qu'on avait quelque chose à côté de chez qui proposait ça, mais on payait de notre poche hein, quand même. Moi j'ai arrêté aussi pour ça. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un débat qui a même divisé les fibros, quoi. On a bien vu là derrière l'émission de Faustine Bollard combien ça. C'est-à-dire que c'est difficile à entendre. Moi, je me souviens qu'après la première fois où est passé le témoignage de cette jeune femme qui, effectivement, elle a très bien parlé de la maladie et donné plutôt de l'espoir, mais qui avait peut-être moins de symptômes lourds ou moins de répercussions comme nous, comme certains d'entre nous, bon, bref, et qui parlait du sport, comme quoi le sport l'avait sauvé, ce qui est très bien. Ben nous, à notre cours de sport, la semaine d'après, on avait tous reçu des appels de nos familles qui nous disaient mais quand est-ce que tu vas faire du sport? Tu vois pas que c'est ça qu'il faut faire? Mais sauf qu'on en faisait déjà toutes les semaines, quoi. Je veux dire, donc c'est voilà. Et puis il n'y a pas qu'une seule chose, il y a plusieurs choses à mettre en place, quoi. Voilà. Donc le sport c'est bien, mais encore faut-il que les gens y aient Et accès, que ça soit adapté et que ça a et bien que par les études hein, que le sport classique, comme c'est fait pour les personnes sans la maladie, c'est pas bon pour nous. Hein. ah ben non. Hein. C'est contre-productif. C'est derrière, ça déclenche des crises de douleur qui empêchent du coup de retourner au sport. Donc ça sert à rien en fait. Donc ça, ils l'ont bien montré hein, que tout ce qui est les sports classiques, c'est niette. Ça marche pas. C'est pour ceux pour qui ça marche tant mieux, mais c'est pas le cas de la majorité du tout. Donc c'est pour ça que les sports adaptés, c'est nécessaire. Il faut prendre en douceur. Il faut que, en fait, il faut pas faire du sport pour se cramer. Il faut faire du sport pour s'entretenir. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire du sport comme des grands malades. Il Oui. faut voilà, quelque chose qui nous permette de maintenir nos muscles. Et bon, bah aussi de se voir un peu, le but aussi, c'est d'avoir un peu un côté social. On en revient toujours au même, hein, ça reste quand Ah même quelque ben, chose de très... Ah, c'est toujours mieux en groupe. Hein. Nous, on le faisait en groupe ouais, et on rigolait beaucoup. Et c'est un autre problème. Et je pense que c'est la catégorie, la deuxième, là, que tu décrivais. C'est-à-dire que même quand tu tends la main à des fibros, que tu leur dis on va faire ça, on va faire un café, on va à des rencontres, tu te rends compte à quel point ces gens-là, tu n'arrives pas, même une visio. Ils ont pas envie de la faire, même avec des gens fibros, on se juge pas, il y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que c'est très très difficile. Ils se sont tellement enfoncés dans un truc euh, que c'est inatteignable. Même pour nous, associations, ou par des autres malades, on a du mal à les atteindre. Et donc là, ça devient compliqué, quoi. ouais. Et c'est aussi, voilà, d'où l'importance en particulier dans le centre, en fait, la base du problème, on en revient quand même au moment du diagnostic, en fait. C'est là où, enfin, ça a été une de mes conclusions et qui apparaîtra dans l'article, c'est qu'en fait, la base du problème, on en vient au moment du diagnostic. Le médecin a une responsabilité à ce niveau-là pour justement pour cette représentation, pour tout le côté dramatisation après qui peut se déclencher derrière chez la personne, eh bien, il y a une grande partie, oui, il y a la manière dont est la personne au quotidien, la personnalité, bah, comment réagit l'entourage. Il y a plusieurs facteurs, mais un gros facteur, c'est la structure de soins qui a pris en charge, s'ils ont quelque chose de pluridisciplinaire à proposer, le médecin, comment il annonce la chose, Oui, le suivi qu'il propose derrière. est-ce qu'il connaît la maladie déjà? Parce que Oui, ah mais ça, c'est malheureux, mais c'est primordial en fait. Aujourd'hui, ouais, ça, c'est rare. C'est rare les médecins qui connaissent la maladie. Donc la plupart, quoi, il y en a beaucoup qui posent le diagnostic et qui connaissent même pas la maladie, quoi. non. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont une très très grande responsabilité à ce niveau-là, en fait. On voit à quel point ça se répercute sur toute la vie en fait du patient. Oui, ben c'est pour ça que moi, tu sais, dans l'association,
on se pose la question des combats à mener. Honnêtement, la LD30, moi, j'y crois pas, en tout cas pas dans les années à venir. Mais par contre, la formation des médecins, je pense que c'est pas quelque chose qui coûte excessivement cher. Et c'est un truc de primordial, mais vraiment, je veux dire que ce soit, ça devrait déjà exister, mais ça, c'est vraiment un truc sur lequel on peut, je pense, se battre et quitte à ce qu'il soit même formé, quoi. Il y a plein d'entre nous qui seraient prêts à venir parler à des médecins, leur expliquer et donner leur témoignage de choses dont les personnes fibromyalgiques auraient eu besoin d'entendre au début. Il y a Zaz qui a fait un superbe post sur YouTube, il y a une superbe vidéo de Zaz. Moi, cette vidéo, ces mots-là, je pense qu'ils devraient être donnés au moment du diagnostic. Mais donc, voilà. D'où, je pense que nous, on peut aussi intervenir, parce que si on attend effectivement que ça vienne tout cuit, on va avoir du mal, hein. On peut espérer longtemps, mais il faut leur donner l'impulsion pour le faire peut-être. C'est ça. Donc, bon, voilà, ça va devenir mon combat, en tout cas, personnellement. c'est, Ah c'est... bah ouais, bah on est avec toi, vraiment. Voilà, je pense que puis c'est bien, voilà, qu'il y ait effectivement des gens dans le domaine médical qui soient aussi atteints de la maladie, parce qu'en plus tu la vis, donc Oui, tu peux la comprendre de l'intérieur vraiment, et puis c'est vrai qu'elle n'est pas facile à comprendre, donc même de l'extérieur, et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux et moi j'ai vu surtout des psychologues, hein, et à s'investir là-dedans. Donc, j'espère que vous serez en avance, mais vous êtes déjà en avance sur notre pathologie pour propulser d'autres disciplines et que effectivement la médecine occidentale commence à réfléchir que toutes ces maladies de civilisation qu'on a aujourd'hui, le corps et l'esprit, c'est indissociable et comme tu l'as dit, il y a de la sociologie, il y a de l'ADN, il y a de la psychologie, il y a des éléments de traumatisme. Il y a beaucoup de choses une maladie, c'est pas juste un microbe, c'est quoi, c'est une histoire bien plus complexe que ça. tout à fait. Donc, bon, maintenant, il reste à montrer tout ça à tous les médecins et faire en sorte que on puisse avoir des meilleures prises en charge pour les générations à venir. Et puis que ceux qui actuellement ont vécu, on va dire, des diagnostics et des errances pas top puissent quand même réussir à avoir une prise en charge adaptée, quoi. Oui, une prise en charge et voilà, donc on répète, se faire aider psychologiquement, c'est maximiser, vraiment ça aide à Ah, vivre avec une maladie et ça oui, change tout. Ça change tout et puis surtout aux gens là qui se culpabilisent, qui ont perdu toute estime de vous-même, vous subissez des trucs de dingue et vous êtes toujours là. Donc en fait vous êtes vraiment des warriors. Donc voilà, chouchoutez-vous et travailler l'estime de vous, c'est très très important parce que vous le méritez tellement et vous en avez besoin pour aller mieux aussi. ah bah, aujourd'hui, c'est une des maladies, je pense, qui est les moins comprises, mais Mm. qui fait partie des plus dures à vivre, je pense. Et je pense qu'on peut tous être fiers d'arriver à Oui. vivre bien. Parce que vraiment, on a un mérite que on peut pas nous enlever. Ça, Ouais, vraiment. on a tous une force incroyable, rien que de résister, c'est déjà une force. Donc, si vous avez cette force-là pour résister, vous avez quelque part vous avez forcément au fond de vous la force de trouver des ressources, mais n'hésitez pas à vous faire aider pour ça parce que seul c'est quasi impossible, hein, voilà. Seul, des fois, il y a des choses qu'on voit pas. Oui. Qu'avec quelqu'un peut-être un peu plus qualifié professionnellement, il peut voir des choses en nous que nous, on peut pas voir. Oui, et si vous n'osez pas parler, nous, on est aussi là entre malades aussi. Et si vous osez pas parler vers un professionnel, il existe aussi des numéros d'appel où c'est anonyme, où il existe aussi des associations. Voilà, ou écrivez, quoi. En tout cas, essayez ne restez pas seul avec. Non, Ouais, il y a toujours des gens qui sont là pour aider, pour comprendre, pour parler. Déjà, rien que parler un petit peu, garder du lien,
Ça permet de maintenir une petite forme et de ne pas perdre pied. Oui. C'est Non, non, mais ça fait, et ça, c'est fou la différence que ça fait, hein. Moi, je l'ai vu, hein, j'étais au fond du trou et j'ai commencé à voir d'autres personnes, et alors que j'étais restée enfermée 9 mois chez moi. Donc, vraiment, à voir que ma famille très très proche encore. Mais à partir du moment où j'ai rencontré Anthony, puis d'autres personnes, je me suis mis à aller au kiné. Et ben, en l'espace de 3 mois, j'ai réussi à monter une association et aujourd'hui, je retravaille. Bon, c'est super physique, voilà. Mais on m'aurait dit ça il y a 2 ans, ou à 3 ans, j'aurais dit pas possible. Et pourtant, oui. Donc voilà. Et peut-être que demain, ça ne sera pas ça, mais voilà, je l'aurais fait une fois, donc je sais que c'est possible de le refaire. parfois il suffit d'un tout petit pas et ça fait la différence. Oui. Ouais, et puis moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, ben, j'ai fait ça et c'est fou, après, ils sont enclenché plein d'autres choses. Et ça, vous le remarquerez, on le voit souvent dans le négatif, mais si on a l'œil aiguisé, on le voit aussi dans le positif. Ça fait. Et C'est les ça, femmes. c'est vous qui l'attirez, hein. Donc voilà, le pas, il y a des pas qui vont enchaîner d'autres pas. En tout cas, c'était super intéressant. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui le regarderont en replay. Vous avez un mois. Parce qu'après, on ne peut pas sauvegarder plus longtemps sur Facebook. Mais un mois, c'est déjà pas mal. Puis moi, je remettrai un petit message quand l'article sera disponible et fini. Là, on en est à peu près à la moitié de la rédaction. Ouais, Donc, ben, n'hésite pas, il n'y a aucun souci. donc voilà. Et profiter de l'été, de voir un peu de la lumière, ouvrir au moins les rideaux, sortir peut-être le soir ou le matin. Voilà. Profiter l'été, normalement, des fois, ça nous aide sur les douleurs aussi, mais voilà, autorisez-vous des petits plaisirs. Ben, merci à tous. Voilà, il y a des gens qui ont apprécié. Donc, merci à vous. Et puis, on va peut-être aller manger, ou Oui. pas, ou je sais pas. Voilà. Merci encore beaucoup, Eliana. À bientôt. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée! Prenez soin de vous.